quand je pense à la médecine légale d'il y a 30 ans et celle de maintenant, je veux dire, il y a un pas de géant qui a été franchi. On a des crimes simples, on a des crimes qui sont compliqués. Les séries télévisées reproduisent notre réalité d'une façon de plus en plus fidèle. Il y a une vingtaine d'années, on se posait la question, est-ce qu'avec 500 millilitres d'urine, est-ce qu'on arrivera à faire toutes les analyses? Aujourd'hui, avec 10 millilitres d'urine, on fait absolument tout ce qu'on veut. Elle fascine, impressionne et inquiète tout à la fois. Au-delà de l'image spectaculaire véhiculée par les séries télévisées à succès, la médecine légale est essentielle tant pour la recherche médicale que dans le cadre d'enquêtes judiciaires lorsqu'il s'agit de déterminer la cause d'un décès suspect. Aujourd'hui, Pulsation vous emmène dans les coulisses de cette médecine un peu particulière au service de la justice. La définition canonique classique de la médecine légale, c'est finalement cette partie de la médecine qui est à l'interface entre le droit et la biologie et la médecine. C'est-à-dire que le médecin légiste, finalement, intervient à la demande généralement du juge. Et c'est essentiellement des situations de violence, d'agression, tout ce qui concerne évidemment l'atteinte à l'intégrité corporelle. Violence sur des personnes encore vivantes, c'est ce qu'on appelle la médecine légale clinique. Violence sur des personnes qui malheureusement sont décédées, c'est toute la partie autopsie, thanatologie. S'occuper des morts plutôt que de soigner des vivants, c'est l'une des tâches principales du médecin légiste, une spécialisation médicale qui fascine de plus en plus de jeunes femmes, comme Coraline, actuellement en formation dans le service de radiologie des HUG. Pour ma part, j'étais très intéressée par le côté thanatologique de la spécialisation, donc les autopsies, le travail technique que cela comporte, et puis le déclic, je pense que je l'ai eu en deuxième année en partie, parce que ça s'est confirmé par la suite, mais je l'ai eu en partie en deuxième année, quand on a les cours de dissection sur les corps en anatomie. Le côté de la spécialisation qui est aussi très, très intéressant, c'est le côté enquête, investigation. Nos rapports contiennent le côté médical, autopsie, examen externe, mais aussi on y intègre des données toxicologiques, génétiques. Donc c'est aussi tout un travail d'intégration que je trouve très intéressant. Fracasso. Bonjour, inspecteur. Quand le médecin légiste est appelé pour enquêter sur un décès qui a lieu dans des circonstances, disons, indéterminées ou éventuellement suspectes, le rôle du médecin légiste est déjà de faire une état de la situation générale au moment de la levée de corps. Donc mettre déjà en évidence s'il y a des éléments de suspicion, des éléments qui peuvent, sur un plan médico-légal, évoquer la possibilité de l'intervention d'une tierce personne dans le processus qui mène au décès. Et dans un deuxième temps, quand le corps arrive à l'institut, de faire toute une série d'investigations qui commencent avec l'examen externe du corps et se continue après avec une autopsie, pour mettre en évidence des signes qui peuvent permettre d'identifier une mort violente. Le médecin légiste a un peu le rôle de la personne qui doit douter. Donc on doit toujours imaginer les circonstances les plus suspectes et notre but est d'éclaircir ces éléments de suspicion pour les écarter, les éliminer tout simplement. Depuis quelques années, l'utilisation du scanner dans la pratique des autopsies vient renforcer l'expertise du médecin légiste sans toutefois remplacer l'autopsie traditionnelle. Une autopsie virtuelle ou la performance d'un examen radiologique, notamment un CT scan, nous permettent d'un côté d'investir le corps en entier sans l'ouvrir. Donc déjà avant qu'on a par exemple décidé s'il faut faire une autopsie ou si on fait juste un examen externe d'un corps, on peut déjà avoir une première vue à l'intérieur du corps pour prendre les décisions si oui ou non il faut faire une autopsie.
En même temps, le scanner il est très rapide, donc on scanne un corps environ de 10 à 15 minutes. On peut déjà avoir une première idée sur le cause de décès. L'angiographie post-mortem, une technique originale et révolutionnaire, également basée sur l'imagerie et développée depuis une dizaine d'années par l'équipe du professeur Mangin. Cette technique innovante permet de recréer artificiellement la circulation sanguine chez une personne décédée. En fait, ce qu'on injecte, c'est un produit de contraste qui remplace le sang, parce qu'une fois que la personne est décédée, le sang il disparaît quasiment complète hors du système vasculaire. Alors il faut remplir maintenant de nouveau le système vasculaire avec une liquide qui circule, qui remplace ce sang, dont en partie on ne sait toujours pas exactement où il est après le décès. L'angiographie post-mortem a pour objectif de comprendre et de pouvoir expliquer d'une manière claire les circonstances d'un décès dans certains cas particuliers. L'idée d'effectuer les examens par angiographie post-mortem vient justement du fait que le limite principal avant, c'était qu'on n'a pas pu visualiser le système vasculaire. D'un côté parce que le scanner ne les voit pas et d'autre côté parce que l'autopsie la voit très mal. On utilise l'angiographie post-mortem surtout dans les décès naturels où on suspecte une origine cardiovasculaire, mais aussi dans les décès traumatiques, donc des cas de polytrauma pour trouver des sources d'hémorragie, des ruptures des vaisseaux, et aussi dans les cas de crime. Alors ici, c'est un cas d'un jeune homme qui a été trouvé avec un couteau au niveau de l'abdomen. Donc ici, en fait, il y a plusieurs plaies, mais la plus grande de ces plaies, et à ce niveau-là, on le voit sur cette image 3D de la surface du corps. Donc ça, c'est la peau qui est interrompue, donc tout ça ici, c'est la plaie. Après, le couteau, il descend dans l'abdomen de la personne, jusqu'ici, où on a des petites bulles d'air qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est dans le trajectoire. Ça continue ici où on voit en blanche le produit de contraste, donc l'hémorragie. Et ça entre le vaisseau principal, l'aorte, à ce niveau-là, où ici, il y a une rupture de l'aorte qui saigne ici dans l'abdomen. Alors là, on a une lésion qui explique clairement le décès. Les causes d'un décès ne sont pas toujours aussi évidentes et démontrables. Le médecin légiste doit en tenir compte lors de la rédaction de son rapport. La chose plus compliquée lors d'une autopsie n'est pas tellement le geste technique, mais c'est vraiment l'interprétation de ce qu'on voit. Un rapport médico-légal est un rapport scientifique. Donc le médecin légiste doit bien faire attention lors de la rédaction de son rapport à rester objectif et à interpréter exclusivement les données qu'il a à sa disposition. Il faut savoir qu'il y a une petite partie de causes de décès qui ne sont pas identifiables par les instruments que nous avons aujourd'hui. Il faut tout simplement accepter la situation, être honnête, dire que dans un pourcentage qui est minime, 1, 2, 3%, nous ne sommes pas en mesure d'identifier la cause du décès. Donc il faut bien faire attention à bien interpréter les données de façon correcte. L'unité de toxicologie forensique est mandatée par la justice pour analyser les prélèvements effectués lors des autopsies en cas de mort suspecte, mais une grande partie de son activité consiste à analyser des échantillons prélevés sur des personnes vivantes. Pour les personnes vivantes, on va nous amener des échantillons dans des cas, par exemple, d'évaluation de la capacité à conduire. Donc, est-ce que quelqu'un, à un moment donné, était capable ou non de conduire parce qu'il a bu de l'alcool ou pris des médicaments ou consommé des stupéfiants. On nous fait intervenir aussi dans des cas de ce qu'on appelle la soumission chimique, lorsqu'on soupçonne que quelqu'un a ingurgité une substance à son insu. Alors ça peut être un cas de vol, ça peut être un cas d'agression sexuelle ou d'acte délictueux, peu importe l'acte. 3 grandes familles d'échantillons permettent d'analyser la consommation d'une personne dans le temps. Nous avons une routine dans notre procédure analytique qui tient compte en fait de la demande qui nous est formulée. En fonction des échantillons qu'on va analyser, on aura des informations assez différentes. Si je dois répondre à la question est-ce que la personne était sous l'effet de telle ou telle substance, on va regarder dans le sang est-ce que la molécule est présente. Donc on aura une information très importante quant à l'état de l'individu par rapport à un événement. Si la question est de savoir est-ce que la personne a consommé récemment une molécule, on va préférer l'urine, ce qui nous permet d'ouvrir un peu la fenêtre de détection.
Et si la question est de savoir est-ce que les dernières semaines, les derniers mois, est-ce que la personne a consommé telle ou telle substance, à ce moment-là, on va encore ouvrir plus la fenêtre de détection et aller rechercher dans les cheveux. Il n'y a pas en fait un échantillon qui est supérieur aux autres, cela dépend encore une fois de la question qui nous est posée. Autre type d'expertise utile dans la recherche de la vérité, l'expertise génétique. La mission principale est d'aider la justice romande à résoudre des enquêtes grâce à l'ADN. Donc on va recevoir des prélèvements biologiques prélevés sur les lieux de crime. La mission, c'est d'établir le profil ADN de la trace, ensuite de le comparer avec le fichier national qui contient environ 150 000 profils de suspects. Et généralement, une fois sur deux, la personne est connue des services de police et on va pouvoir mettre un nom sur une trace. Et généralement, l'enquêteur peut ensuite démarrer son enquête et éventuellement résoudre l'affaire. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que ces profils ADN permettent également d'exclure des innocents. Lorsque le profil d'une trace ne correspond pas au profil d'un suspect, on le verra tout de suite et on pourra innocenter cette personne. La deuxième mission, c'est les recherches en paternité, donc ça se fait également chez nous. Là, on reçoit la mère, l'enfant et le père présumé, et la question est, est-ce que le père présumé est bien le père biologique de l'enfant ou non? Et ça, avec l'ADN, on peut très facilement répondre à ce genre de problématique. Le début de notre analyse commence toujours par la trace. Donc on a reçu, dans le cas présent, une trace de sang prélevée sur le lieu d'un crime. Donc on a découpé une partie de cette trace de sang, on a isolé l'ADN de cette trace de sang. On a ensuite procédé à ce qu'on appelle, nous, une PCR. On a multiplié à des millions de copies l'ADN se trouvant dans ce prélèvement pour ensuite le mettre sur un appareil d'analyse. Et à la fin il faut compter à peu près 24 à 48 heures, on a ce genre de résultat qui est donc le profil ADN proprement dit. Et vous voyez qu'il est constitué de plein de pics, de petits sommets. Et pour chaque sommet, chaque pic, il y a un petit chiffre qui est associé. Et c'est un peu comme les plaques de voiture. Chaque voiture a une plaque qui est unique, qui lui identifie la voiture. Pour l'ADN, c'est la même chose. Toute personne a son propre profil ADN à l'exception des vrais jumeaux. Et c'est cette suite de chiffres qui s'enchaînent qui fait que nous sommes tous uniques. Dans un tout autre registre, la psychiatrie légale réalise des expertises psychiatriques à la demande des autorités judiciaires, pénales et civiles, ainsi que pour les assurances. Disons, notre cœur de cible, c'est bien sûr le domaine pénal, c'est-à-dire quand il y a une enquête pénale et qu'il y a un accusé, le procureur ou le juge du tribunal nous demande un rapport pour répondre aux questions principalement de la responsabilité et du risque de récidive. Je suis le docteur Niveau. J'ai été nommé par le procureur pour faire une expertise psychiatrique à votre sujet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, votre avocat vous en a parlé? Oui. Ouais. Dans le domaine civil, on fait aussi des expertises pour déterminer si les gens doivent bénéficier d'une mesure de curatelle, par exemple, mais également pour les mineurs et principalement pour les expertises qu'on appelle, nous, de famille, où il faut se prononcer sur la capacité des parents à remplir leur rôle parental, à exercer la garde ou avoir l'autorité parentale. Et bien sûr, dans le domaine des assurances, c'est un peu particulier puisque c'est essentiellement pour l'assurance invalidité qu'on fait des rapports pour savoir si les gens doivent bénéficier d'une rente ou si au contraire ils peuvent encore travailler à temps partiel ou normalement, quoi. Bien sûr, il y a des expertises plus faciles, surtout quand le diagnostic est évident, quand les actes sont tout à fait reconnus par l'accusé. Et à ce moment-là, souvent, on se fait assez rapidement une idée assez précise de son état mental au moment des faits et de son degré de responsabilité et des mesures qu'il faut préconiser. Mais dans un certain nombre d'expertises, les expertisés soit ne sont pas conscients eux-mêmes d'être malades, soit ne reconnaissent pas les actes. Donc il y a beaucoup d'incertitudes encore au moment où on rédige le rapport. Et bien sûr, il faut pouvoir essayer de se détacher de cette subjectivité pour donner tous les éléments concrets possibles pour la justice. La dernière minute de cette émission Pulsation TV maintenant avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette, disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter, et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.